Eh ben, c'est au nom de Soma Vibrance, donc, qui organise ces webinaires que je vous souhaite la bienvenue. Donc, Soma Vibrance, une école de formation psychocorporelle. Donc, nous offrons plusieurs méthodes ou types d'approches psychocorporelles dans notre école de formation. Nous lançons une formation longue en septembre, une formation qui peut s'étaler sur 4 ans, mais dont le cycle de base de 2 ans peut être ouvert à toute personne professionnelle de la relation d'aide qui souhaiterait non pas peut-être changer de métier ou apprendre une nouvelle approche, mais peut-être transformer quelque chose dans sa façon de travailler par une transformation personnelle. Et ce que nous avons de particulier, justement, c'est de proposer une approche psychocorporelle qui s'appelle analyse bioénergétique, donc qui est assez ancienne, hein, qui est parmi, on va dire, les approches fondatrices de d'autres approches plus nouvelles. Donc, elle existe depuis plus de 60 ans. Donc, c'est une approche qui s'est développée, qui s'est transformée aussi, mais ça, on peut y revenir plus tard sur les transformations euh, qu'elle a traversées et sur l'intégration de données autant corporelles que au niveau du fonctionnement psychique d'aujourd'hui. Et le thème de ce soir par lequel nous voulons aborder les choses pour vous faire connaître nos formations, c'est l'importance cruciale même, je dirais, pour nous, du corps du thérapeute. Alors, le corps, évidemment, du patient, ou du client, de la personne qui bénéficie de soins, est très important aussi dans l'approche que nous avons, mais ce qui est spécifiquement abordé de notre côté, c'est le fait que le corps du thérapeute a une importance cruciale, je viens de le dire, non seulement pour une toute première raison qui est connue aujourd'hui par les recherches scientifiques, puisque nous sommes dans un monde pour qui la vérité scientifique est liée à la recherche, ce que je peux comprendre, qui montre que dans toute relation, mais toute relation, professionnelle ou non, le non-verbal, donc ce qui circule, les regards, le ton de la voix, les gestes, les mimiques, compte plus que le contenu de ce qui est dit. Les choses qu'on explique, les informations qu'on donne, évidemment, ont une certaine importance, même dans des rapports, on va dire, d'enseignement aussi. Mais le fait que la dynamique relationnelle soit positive et ressentie comme bienfaisante par les partenaires d'une conversation va tenir, alors je crois me souvenir que c'est 80%, mais c'est peut-être même plus. Donc on n'est pas dans une demi-mesure, on va dire. On ne va pas dire c'est un petit élément qui va faire qu'on va se sentir bien ou en accordage avec quelqu'un, c'est 80%. Donc, ça donne déjà une mesure, évidemment, de l'importance que le non-verbal a dans notre vie quotidienne et dans notre vie d'être humain. Et ça, c'est déjà une toute première raison euh, d'accorder l'importance et de regarder de près, en fait, sur les fonctions et les différents niveaux de comment le corps du thérapeute peut influencer ce qui va se jouer et même les traitements quand il s'agit de psychothérapie. Et nous avons aujourd'hui des explications sur les raisons pour lesquelles le non-verbal va avoir une telle influence sur l'interaction. Alors, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que plus que
à la création de l'analyse bioénergétique. Ça, c'est une intégration de données scientifiques très récente, donc qui date d'il y a une vingtaine d'années, en lien d'ailleurs avec toutes les connaissances que nous avons au sujet du traumatisme. Une première chose est que l'impact du traumatisme est dans le corps. Donc, il y a un traumatisme est une expérience physiologique. Donc, les muscles, l'état d'endurer un traumatisme pour y survivre provoque des phénomènes physiologiques dans nos tissus corporels, les fascias, dans nos muscles. Et donc, même les parties où on ne soupçonne pas qu'il y aura un tel effet, par exemple, la durmère qui entoure le cerveau et d'autres membranes d'ailleurs du corps, quand elles sont impactées par un traumatisme ou du stress chronique, hein, quand la situation d'endurer ou de se sentir en danger devient chronique, fait des effets, jusqu'à des effets d'ailleurs dans le cerveau lui-même, mais certainement sur la membrane qui l'entoure. Et donc, à contrario, donc quand un danger extrême impacte à ce point notre corps, à contrario, un sentiment de sécurité intérieure va aussi conditionner notre physiologie, notre biologie, presque jusqu'à notre biochimie. Et donc, c'est un certain Stéphane Porges, vous avez peut-être entendu parler de lui, hein, voilà, aujourd'hui, tout praticien d'aide, je pense, et même je pense que tout être humain pourrait vraiment gagner beaucoup de choses en étant informé de toutes ces informations-là. Donc le sentiment de sécurité détermine nos capacités relationnelles involontaires. Donc le fait, comme je le signalais tout à l'heure, que lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous allons de façon involontaire nous comporter d'une façon qui va soit euh, stimuler chez l'autre l'envie de contact ou l'envie de se rapprocher, d'écouter donc, d'être réceptif, ou à l'inverse, si nous sommes avec un certain degré d'insécurité et quand ça l'est de façon chronique, nous nous en rendons pas compte, toute notre façon d'interagir dans les contacts non verbalement va produire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va donner une impression à l'autre qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans notre façon d'être, mais tout ça n'est pas conscient, hein. Les personnes éprouvent ça sans bien s'en rendre compte. À un certain degré, on s'en rend compte. On peut avoir l'impression parfois que quelqu'un nous dit des choses intéressantes, mais qu'il a un faciès tellement qui fait un peu peur ou qui rend mal à l'aise ou des choses pareilles. Mais très souvent, c'est plus subtil et on s'en rend pas compte, mais intérieurement, au, plutôt que de répondre et d'aller vers le contact avec la personne, on va plutôt se rétracter, rester plus à distance et fort probablement entendre et enregistrer les messages de l'autre différemment. Donc, vous entendez déjà évidemment que ces phénomènes sont involontaires. On a beau vouloir être gentil. D'ailleurs, je pense que tout un chacun, quand on voit, bien qu'on s'y habitue, hein, dans certains médias qui veulent séduire du public, ils vont évidemment adopter des attitudes de sourire mais on sent quand même, quand on est sensible à ça, si on y fait attention, quand un sourire est factice, c'est fait pour faire un effet, ou quand il vient vraiment de l'expression spontanée de l'ouverture d'une personne vers l'autre. Et ça, ce sont des phénomènes, comme je le redis, involontaires, qui sont liés au degré de sécurité
que nous avons en nous. Évidemment, il peut varier d'une situation à l'autre, hein. Ça se peut que dans un certain contexte, en famille, quand on se sent en sécurité, on va être plus ouvert et peut-être en situation professionnelle moins, ou vice-versa, hein. Le sentiment de sécurité peut varier. Mais on a quand même tous, selon notre passé, engrangé, on va dire, été marqués plus ou moins par de l'insécurité. Et une fois que on a un degré, on va dire, un peu chronique d'insécurité, on va peut-être pas se rendre compte que de façon subtile, on n'invite pas la personne à s'ouvrir et à se rapprocher, chercher le contact ou être réceptif au contact. Et donc ça, c'est le système nerveux autonome qui, on va dire, est dysrégulé, ça c'est le terme, c'est-à-dire quand il se trouve en état chronique de trop grand stress, en tous les cas d'une sensation d'insécurité qui n'est plus relative à la situation réelle, hein. Attention qu'il y a des situations de grand danger réel dans lesquelles on est en insécurité, mais on devrait revenir à la normale quand on est en sentiment de sécurité. Donc, si on est dans un niveau haut chroniquement, euh, il faut vraiment, là nous le savons en analyse bioénergétique depuis longtemps, mais il y a une autre méthode aussi à laquelle nous formons qui s'appelle la méthode TRE. Donc, ça veut dire le relâchement de tension et de traumatisme. Donc, réduire l'impact justement de ces peurs ou états chroniques post-traumatiques qui nous habitent et qui font cet effet de réduire nos capacités relationnelles, hein. On est vraiment dans les capacités relationnelles du visage, du haut du corps, de la façon de parler, du regard. Ce sont tous ces éléments-là. Et ce sont des phénomènes donc instinctifs, très peu modulables par la volonté consciente. Pour changer ça, eh bien, il faut pratiquer des méthodes et des outils qui viennent couper le cercle vicieux, on va dire, du stress chronique. Et on sait que le cercle vicieux du stress chronique est expliqué physiologiquement. La partie de nous-mêmes, le système de nous-mêmes qui provoque la sidération, on va dire, en cas de stress et qui peut devenir chronique et qui nous empêche d'être fluide et qui réduit nos capacités relationnelles s'appelle le tronc cérébral ou le cerveau dit reptilien. Il est très, très primitif. Et il reçoit les informations pour les informations qui lui disent attention, il y a du danger, on est sécure ou non, par le phénomène dit de neuroception. Donc, c'est un système très particulier. Ce sont des radars que notre système utilise à notre insu constamment pour évaluer le niveau de sécurité. Il reçoit les informations aussi, je ne sais plus si c'est autour de 80%, peut-être le chiffre n'est pas exact, mais c'est dans ces eaux-là. La grosse majorité de son information vient de l'intérieur du corps. Donc, si une personne, comme pour le stress post-traumatique, asepsoas, donc la réaction de danger dans notre corps, stimule nos muscles psoas, stimule des chaînes musculaires très profondes qui nous aident à nous enrouler en cas de grand danger ou à nous encourir s'il y a moyen de fuir ou la sidération qui nous bloque sur place. Ça, c'est un phénomène plus des fascias et des tissus conjonctifs. S'il ne se relâche pas après le danger, s'il y a un danger qui se répète, etc., ils deviennent chroniques. Et ils informent constamment, alors que nous savons, on va dire que le danger n'est plus là,
Mais c'est comme si cette part-là de notre corps, on va dire, la partie la plus instinctive, ne le sait pas encore parce qu'elle ne comprend pas le français, elle n'a pas le Wi-Fi. Ses seuls, ses seuls repères sont corporels. Or, si le corps continue, les psoas continuent à se contracter dans le fond de notre ventre en disant oh là 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 là, on n'est pas sécure, il va continuer à envoyer le signal, on est en danger, et donc il y a une vraie boucle, euh, on va dire neurobiologique et physiologique, même anatomique, qui maintient le stress. Donc déjà la démonstration que pour rompre ce cercle vicieux, il faut une voie d'entrée corporelle. Euh, il faut communiquer avec cette part-là de nous à travers notre corps. Ça, c'est pour une des raisons donc de travailler soi-même en tant que thérapeute, futur thérapeute aidant, à réduire dans notre corps les impacts de stress qu'on a accumulés, reconnaître, repérer déjà quand on est moins disponible intérieurement, et alors du coup utiliser des outils, etc., parce qu'on les connaît, reconnaître ces états plus indisponibles, on va dire, et dans la relation, et pouvoir y faire quelque chose. Et donc ça, c'est pour tout ce qui est dans la relation thérapeutique ou autre, tout ce qui va déterminer le sentiment de sécurité de la personne avec qui on travaille. Parce que nous sommes en lien, je dirais, de système nerveux à système nerveux. Notre patient va capter des choses au-delà de ce que nous voulons, de ce que nous pouvons maîtriser, et donc va en résonance, on va dire, avoir un niveau de sécurité plus ou moins important. Et bien sûr que de la sécurité dans une relation d'aide, quelle qu'elle soit, une relation thérapeutique, un sentiment de sécurité relationnelle, ben, c'est bien une des clés du succès d'un travail thérapeutique. Il y a d'autres aspects, hum, d'autres aspects corporels du thérapeute qui sont déterminants pour euh, influencer favorablement un processus thérapeutique. Ici, j'ai parlé du fait du sentiment de sécurité qui peut se dégager d'une personne. Il y a évidemment la notion de présence hein, qui est importante, la présence du thérapeute. Je pense qu'elle est en grande partie liée à cet état sécurisé, suffisamment sécurisé du système nerveux autonome, mais il est aussi, euh, comment dire, il est aussi lié à ce que nous appelons l'enracinement. En analyse bioénergétique, c'est un des concepts de base. L'enracinement est une réalité euh, psychocorporelle, mais donc qui a un aspect vraiment très corporel, qui veut dire que donc nous avons notre corps, nous avons une vitalité, hein, c'est un système énergétique et la Terre en est une aussi. Et le, le fait d'être relié euh, à travers les jambes au sol, c'est un peu comme si, alors c'est pour ça qu'on parle d'enracinement, comme si on était un arbre qui a des racines, donc ça joue évidemment dans le sentiment de sécurité. C'est un des aspects qui est très connu de la bioénergie depuis très très longtemps, hein, sur lequel on travaille beaucoup dans nos formations. Alors, il y a l'aspect d'être connecté à travers les jambes au sol, mais il y a aussi un aspect d'être
relié à notre base intérieure. Et on considère un peu que la base intérieure en nous, c'est la zone de l'abdomen et du bas-ventre et du plancher pelvien, hein, l'endroit du centre énergétique pour les orientaux qu'ils appellent le hara, donc il y a comme une zone en nous où il y a un peu notre centre de gravité qui, s'il est défaillant, pour des raisons en général d'ordre émotionnel, ça c'est notre histoire émotionnelle qui va déterminer le degré d'enracinement, euh, nous donne un sentiment de stabilité intérieure. Mais c'est une question d'être relié. C'est pas une question de force dans les jambes, de force musculaire. C'est une question d'être relié à cette zone-là et de la ressentir, avoir des jambes qui ressentent et pas qui sont mécaniques et aussi être relié à notre abdomen et le ventre. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a un médecin américain qui a mis en évidence que nous avons presque comme un cerveau dans l'intestin, dans le cerveau entérique, hein, et que cette zone-là, en fait, est fondamentale dans notre bien-être et même notre santé mentale, puisqu'il semblerait que là, c'est 90% de la sérotonine, qui est une hormone très fondamentale en ce qui concerne la dépression ou la non-dépression, est produite par ce cerveau entérique. Et donc là, ce qui va nous priver de cet enracinement, et donc aussi de la présence, c'est l'histoire émotionnelle. Le fond du ventre et ce Michael Gershon, je pense qu'il s'appelle, ou Gershon, qui parle du deuxième cerveau, notre ventre, le cerveau entérique, il considère que c'est le lieu de la mémoire des émotions. Et c'est un lieu aussi émotionnel. D'ailleurs, dans notre langage courant, nous parlons de tripes, hein, être en contact avec ses tripes, parler avec ses tripes, c'est être en contact avec ses émotions. Et si pour une raison ou l'autre, comme tout être humain, on a été malmené émotionnellement à certains moments et surtout dans la petite enfance, eh bien, pour ne pas ressentir le déplaisir d'émotions qu'on ne peut pas éviter, on ne peut pas fuir, ni parce que voilà, où on a les parents qu'on a, ou bien on est dans des circonstances qu'on ne peut pas éviter, le corps euh, a des moyens de nous aider en fait à survivre, à endurer et à survivre à des émotions trop difficiles à supporter. Et ça, c'est par la crispation chronique musculaire que nous empêchons le ressenti. Pas volontairement du tout, hein, c'est comme la sidération en situation traumatique. Le, les tripes, on va dire, les muscles se crispent chroniquement et en particulier le fond du ventre qui est un muscle lisse, hein, il y a les muscles striés lisses, hein, tout le tractus intestinal est produit par, enfin ce sont des mini-muscles un peu particuliers, ils peuvent se figer, se crisper et donc nous préserver de ressentis. Ça s'appelle la cuirasse dans, dans nos pratiques. Et d'ailleurs, le terme de cuirasse a été repris dans d'autres pratiques psychocorporelles. C'est vraiment une des bases de beaucoup d'approches psychocorporelles. C'est cette réalité qu'il y a des crispations musculaires chroniques, non seulement dans le ventre, mais dans d'autres endroits du corps, sont une protection, comme la cuirasse qui empêche de sentir une blessure, mais qui se trouve dans le corps, comme un durcissement de certains endroits, un raidissement chronique. Et donc, il y a différentes formes de cuirasse selon le type d'émotion desquelles on doit se protéger. Si c'est une blessure d'abandon qui a été
la blessure de notre petite enfance ou si c'est une blessure de rejet, de trahison. Enfin, il y a différentes formes et donc les crispations vont se mettre à des endroits différents selon l'histoire. Et pour revenir donc à cette notion d'enracinement et de lien à son centre de gravité intérieure, hein, son sol intérieur, quand il est entièrement crispé et contracté, nous perdons cet appui intérieur. Et donc, notre présence non verbale va aussi s'en ressentir. Et en corollaire de ça, il y a une autre dimension, on va dire, qualité qu'on attend d'un psychothérapeute ou d'une personne qui aide, que ce soit coach ou dans d'autres professions d'aide, c'est le fait d'être disponible et sensible à l'émotionnel que vit la personne à qui on s'adresse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette découverte qui s'est faite aux États-Unis euh, de l'intelligence émotionnelle. C'était une découverte. On a découvert dans des recherches, c'est dans les années 90, hein, que des chefs d'entreprise, ceux qui réussissaient mieux leur entreprise, on va dire, avaient plutôt des qualités d'intelligence émotionnelle plutôt que d'intelligence universitaire et que avoir des grands diplômes de management est moins efficace en termes de management, d'équipe en tous les cas, au niveau de gérer des équipes, que l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, elle se définit premièrement par percevoir ses propres émotions, être conscient de ses états émotionnels et, et savoir que nos états émotionnels influencent nos pensées et s'en rendre compte. Donc, l'intelligence émotionnelle, elle commence par soi. Donc, exactement pour le thérapeute, la disponibilité ou l'intelligence émotionnelle qu'il peut avoir vis-à-vis de son patient, eh bien, c'est d'abord d'être relié à ses propres ressentis émotionnels. Et pour ça, bien sûr, si son corps est entièrement cuirassé, il ne va pas pouvoir y avoir accès juste en le décidant, hein. Ça veut dire qu'il doit travailler à son corps dans le sens de défaire un peu ces fameuses cuirasses et donc de peut-être commencer à pouvoir, alors qu'il est adulte, euh, exprimer peut-être les émotions qui étaient pas soutenables comme enfant parce qu'il était trop seul et parce qu'il n'avait pas ce support de quelqu'un qui comprend ses émotions. Parce que comprendre intellectuellement un enfant ou un adulte ou comprendre ce qu'il ressent, c'est vraiment des choses, il y a un grand écart entre les deux. Alors c'est très flagrant pour les enfants que si on ne comprend pas leurs émotions, bah, ça va être difficile de se faire comprendre à d'autres niveaux. Les émotions dans notre système et dans notre cerveau sont organisées par ce qu'on appelle le système limbique, qui est aussi une structure dans le cerveau qui est presque aussi primitive que celui qui nous préserve à notre survie et à nos instincts de survie. Et ce système limbique, qui comprend plusieurs organes et qui gère aussi le fait de s'enfuir quand il y a du danger, de se battre pour faire valoir ses droits, des choses comme ça. Le système limbique et le cerveau reptilien dont je vous ai parlé tout à l'heure
Ils sont matures à la naissance et même avant. Le système limbique s'organise et prend déjà une certaine allure, on va dire. Il est déterminé déjà in utero par les expériences vécues à ce moment-là. Et jusqu'à 2 ans et demi, il domine par rapport au cortex qui va se développer progressivement à partir de la naissance pour vers 2 ans et demi nous permettre la faculté on va dire, de conscience de soi et des autres. Et un développement cognitif qui permet de faire une intégration de ces informations émotionnelles progressivement. Donc pour dire que euh, les êtres humains, nous sommes, notre structure interne même neurophysiologique, ça explique pourquoi elle est déterminée beaucoup par les expériences de la petite enfance, même si bien sûr des événements plus tardifs et même de la vie adulte peuvent être vraiment des catastrophes et nous poser. Il y a des émotions insoutenables aussi dans une expérience de vie adulte, hein. Il n'y a pas que dans l'enfance, mais les enfants sont plus vulnérables aux blessures émotionnelles parce que voilà, d'abord ils sont extrêmement dépendants et donc vulnérables. Et voilà, ils ont besoin d'être compris dans leur expression émotionnelle. Euh, c'est une dynamique psychocorporelle du psychothérapeute qui va déterminer sa disponibilité aux émotions de l'autre. Attention que disponibilité aux émotions de l'autre ne veut pas dire se charger des émotions de l'autre, hein. Penser qu'il faut sauver l'autre nécessairement, des choses pareilles. Ça ne veut pas dire être tout à fait entièrement dominé quelque part par l'émotionnel de l'autre. Disponible, ça veut dire justement qu'il y a ce contact à l'intérieur de nous, cet enracinement à l'intérieur de nous et ce contact avec nos zones justement affectives et émotionnelles, sensibles, qui vont faire qu'on va raisonner à l'émotion de l'autre. On va pouvoir même le lui formuler verbalement et sans se charger parce que on ne va pas s'exporter vers l'autre et dans le sens oui, se sentir emporté, on va dire, par l'émotion. Il me semble que j'en suis à la troisième qualité du corps du thérapeute, donc la sécurité, la présence, l'enracinement, l'intelligence émotionnelle, donc la disponibilité émotionnelle. Et alors, il y a encore peut-être un élément d'une dynamique de relation d'aide qui est importante, c'est la dimension de la contenance. Alors, la contenance émotionnelle, entre autres, eh bien, c'est le fait que il y a comme une disponibilité intérieure à nos propres vécus émotionnels que l'on peut contenir, c'est-à-dire que euh, on peut laisser les émotions faire leur effet, éventuellement dans une expression émotionnelle, mais on va rester conscient, on sait ce qui nous arrive. On peut décider d'ailleurs de ne pas exprimer ou d'exprimer selon les circonstances. Donc, quelqu'un qui a cette capacité de contenir, oui, peut, peut décider du moment opportun pour lui ou pour autrui. Et à la limite même, comment dire, doser un peu
l'expression émotionnelle. A contrario, à des personnes qui, toujours pour des raisons d'une histoire, évidemment, j'évoquais la cuirasse tout à l'heure, le fait qu'il y ait des crispations chroniques, le fait que, eh bien déjà, des crispations chroniques diminuent notre contenance. C'est un petit peu, on peut faire une comparaison à, on va dire, un récipient comme une outre qui est fait en matière comme du cuir, souple. Si cette matière se durcit, comme nos fascias, par exemple, à l'intérieur du corps, qui sont stressés et donc qui se durcissent et s'épaississent, ben, on peut faire. C'est une métaphore, bien sûr, mais ceci dit, réalistement, nos fascias s'épaississent aussi un peu comme euh, une peau en cuir qui aurait trop séché au soleil ou qu'on aurait passé à la machine à lessiver. Mais bon, elle peut perdre de sa souplesse. Et donc, on peut imaginer l'émotion justement comme un mouvement d'eau qui remplit. Si l'autre a réduit sa contenance, en fait, par une forme de rigidité. Et du coup, eh bien, une quantité d'eau va déborder du contenant parce que le contenant est réduit dans sa capacité de contenance, alors que si même quantité d'eau, on va dire la même quantité émotionnelle, dans un corps qui est réceptif et qui peut, on va dire, comme s'élargir intérieurement, avoir une forme, oui, de fluidité en fait. Ici, c'est une question de fluidité à l'intérieur de nous, de laisser se faire les mouvements qu'une émotion fait naturellement pour... C'est un phénomène d'autorégulation en fait, les émotions. Hein. Les émotions, c'est pour expulser le trop-plein et garder le bon, un peu comme dans les digestions. Et donc voilà, la capacité de contenir des charges émotionnelles est une des fonctions psychocorporelles du corps du thérapeute qui peut avoir une grande importance en situation thérapeutique. Ça va, par exemple, être important dans les cas où les personnes viennent avec une grosse charge éventuellement de colère ou de tension, ou colère pas toujours perçue d'ailleurs, hein, ça peut être inconscient, mais les personnes on sent très chargées, on va dire comme si elles accumulent euh, des charges intérieures sans avoir pu décharger le trop-plein. Et la capacité, le niveau de contenance de la personne, du thérapeute, va quand même lui rendre possible ou non d'absorber, on va dire, un peu des chocs ou des charges, ou non. Et, et donc, de nouveau, comme pour les autres dimensions corporelles, augmenter sa contenance, ça se fait, c'est le résultat d'un travail qui inclut une dimension psychocorporelle, donc un travail sur les émotions, sur les charges intérieures qu'on peut nous avoir, peut-être sur les trop-pleins, on a tendance à fonctionner un peu comme les cocottes minutes, hein. On connaît bien cette métaphore que voilà, on accumule parfois, on a du mal à mettre des limites et des choses comme ça, et on accumule des charges, et puis à un moment donné, on va exploser. Parce qu'effectivement, à trop se serrer pour se retenir, contenir, plutôt se retenir que contenir, là, on est dans retenir, bah, à un moment donné, on va plus, on va exploser, quoi. Je vais donner un exemple. Voilà donc différents aspects du corps du thérapeute, leur importance dans le lien, dans le travail d'aide ou thérapeutique. Et pour faire le lien avec nos formations, en particulier la formation à l'analyse bioénergétique, nous avons conçu justement un programme qui permet à des professionnels de la relation d'aide
différentes formes, de faire un processus personnel. Le cycle de base de 2 ans est à la fois didactique, bien sûr, on donne des informations, des concepts hein, comme ceux des cuirasses, ou comme ceux des blessures et de passions chroniques, aussi l'effet des traumas dans le corps, etc. Comment tout ça se construit, mais c'est très, très expérientiel. Et donc, par exemple, en deuxième année, on va revisiter euh, les blessures existentielles principales et lors du travail formatif, de formation, on va vraiment visiter à l'intérieur de soi, tiens, comment est-ce qu'on réagit, on va faire revivre un petit peu pour revisiter et d'abord pour se rendre compte, nous avons inclus dans ce programme de 2 ans des stages thérapeutiques dans lesquels là, c'est formatif en soi, c'est pédagogique en soi, on va dire, d'avoir l'occasion d'avoir des séances de travail thérapeutique psychocorporel et, comme ça se pratique en groupe, d'assister aussi à ces séances, à des séances des collègues de formation et donc avoir différents types de processus et donc cet aspect de travail sur soi-même dans le cadre formatif, les week-ends didactiques. Et il y a une troisième partie de la formation qui consiste à participer à des ateliers de pratique corporelle. Donc, ça, ce sont des ateliers de 4 heures. On en programme 8 par an, mais c'est 4 thèmes différents. Et là, ça permet aux gens en formation de connaître ces outils de manière plus, on va dire, serrée et personnelle pour éventuellement pouvoir les pratiquer pour soi-même. Alors, c'est important de dire que ces ateliers de pratique sont ouverts à tout le monde. Il ne faut pas nécessairement faire partie de la formation pour y assister. C'est ouvert au tout public. Ouais, du coup, enfin moi ça m'a paru ça m'a beaucoup parlé en tout cas. Enfin, j'étais déjà convaincue de l'intérêt justement de travailler avec le corps enfin, pour aller voilà travailler sur certains blocages, mais et du coup le fait d'entendre mais plus de fondements théoriques. Enfin, c'était plus un ressenti que j'avais instinctif, mais là le fait d'entendre que c'était vraiment fondé sur des vrais, enfin, voilà, des vraies recherches. Des recherches, oui. Ouais, voilà, ben, donne vraiment du poids à voilà, à cette intuition que j'avais. Oui, c'est ça surtout. Oui, oui, oui. Ouais, ben Mhm. voilà. Et aussi, même ça c'est formidable, moi ça me passionne aujourd'hui, je dois dire, ça fait longtemps que je fais ce métier, mais j'ai un renouvellement de ma passion du fait justement qu'on a aujourd'hui ces recherches scientifiques et aussi même ces explications anatomiques. Hein. On Ouais. connaît beaucoup mieux aujourd'hui, par exemple, du temps de la création de l'analyse bioénergétique. Hein. C'est Alexander Lowen qui l'a fondé. Euh, il n'avait pas la connaissance du fascia. Il savait, donc, il voyait le phénomène très musculaire qui est réel. Hein. La cuirasse est très musculaire, mais on sait aujourd'hui que nos tissus conjonctifs et les fascias participent à la sidération plus que les muscles. Et donc, c'est fascinant hein, en plus avoir touché du doigt un peu comment ça fonctionne vraiment. Et les connaissances du corps sont vraiment, nous aident beaucoup, beaucoup. Et effectivement, donne un fondement encore plus important à toutes ces approches. Et du coup, enfin, pour plus pratico-pratique par rapport à la formation, enfin, j'avais lu sur le site, mais là, Oui, c'est juste pour être sûr. Du coup, il y a bien les trois blocs. Enfin, il y a enfin, les week-ends de formation, les stages de travail thérapeutique et les et ateliers. les ateliers. Et les trois font partie de la formation, en fait, c'est ça, hein. Partie intégrante. Et donc, au total, on a compté en termes d'heures, il y a 20 jours de 6 heures par an. Et ça a son importance pour nous
surtout pour les personnes qui voudraient faire la formation en 4 ans, hein, de formation pour être psychothérapeute en analyse bioénergétique. Là, c'est une formation professionnalisante, vraiment, hein. Ça ne se fait pas en 2 ans, ça se fait en 4 ans. Et ces formations-là doivent, pour être reconnues par un institut international d'analyse bioénergétique, donc on suit les critères d'un curriculum de formation parce que nous sommes affiliés à cet institut. Et donc, il nous demande un minimum de 20 jours par an pendant 4 ans. Et donc, Ouais. voilà, si quelqu'un commence même sans savoir et puis même décide en cours de route, tiens, je Ouais. dirigerai bien vers là, ben, en tant que heure de formation et contenu de formation, il aura effectivement l'entièreté de la formation qu'on fait en analyse bioénergétique. Oui. Parce que du coup, c'est 2 plus 2. Enfin, c'est le socle de 2 ans plus, et puis ça Le continue. socle de 2 ans qui peut être fait sans s'engager plus loin, hein, pour juste, voilà, pour juste, entre guillemets, c'est assez transformatif, hein. C'est-à-dire que les personnes on vient de finir un cycle, qui l'ont fait, nous disent que là, c'est vraiment, des personnes le font pour elles-mêmes, d'ailleurs, plus que à visée professionnelle. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je voulais dire? Ça représente la partie préclinique de la formation. C'est-à-dire que dans la formation à l'analyse bioénergétique, on commence par explorer tout ce que je vous dis. Et puis, l'année 3 et 4 sert à se former à la relation thérapeutique, au travail psychocorporel, dans un processus thérapeutique, le travail relationnel, comment faire vous voyez, donc là, on rentre dans ce qu'on appelle la clinique, c'est-à-dire la pratique. Ouais. Euh, alors, l'année 3, on peut s'arrêter après 3 ans. Si on ne souhaite pas devenir psychothérapeute en analyse bioénergétique, on a éventuellement une autre forme de psychothérapie. Au téléphone tout à l'heure, j'avais une personne qui est formée en analyse transactionnelle et qui, voilà, pourrait inclure du travail psychocorporel, pas comme étant sa colonne vertébrale comme psychothérapeute, mais comme quand même dans certaines situations cliniques ou comme une transformation un peu de son travail, un ajout, quoi, une entrée de plus pour du travail. Et donc ça s'appelle psychopraticien d'orientation bioénergétique. Donc ça c'est quand quelqu'un, oui, va l'intégrer Ouais, c'est ça. à une autre pratique, éventuellement même non thérapeutique, hein. La bioénergie peut s'appliquer sous forme individuelle ou collective. Il y a des pratiques, comme on dit, de classe d'exercice ou de classe de mouvement, donc d'une pratique d'exercice bioénergétique en groupe qui peut se faire soit dans une visée d'aider un groupe particulier à améliorer, on va dire, ses relations, ou de la thérapie de groupe, alors qui se fait en groupe. Donc, il y a ces deux approches-là qui peuvent. Donc, certaines personnes parfois font l'année 3, mais dans l'idée d'offrir du travail corporel groupal et pas individuel, par exemple. Il y a moyen de faire ce genre de choses-là. Ah oui, c'est ça. Mais ça pourrait aussi s'appliquer à des cours de yoga ou des cours de sophrologie ou d'autres techniques corporelles qui ne sont pas de la psychothérapie aussi. Donc on pourrait intégrer des éléments de l'analyse bioénergétique dans d'autres approches ou même dans l'enseignement, par exemple. Oui. Quand on a une classe d'enfants ou une classe d'adolescents, on peut utiliser peut-être certains outils. Les outils d'enracinement, par exemple, hein, Mhm. travailler au corps pour justement cette prise de terre et descendre dans son centre de gravité, ça peut transformer un peu l'atmosphère d'une Mhm. classe ou s'ajouter, oui, dans une pratique. Préparation d'acteurs aussi, on a parfois vu comme justement le corps de l'artiste, c'est pas la même profession ni dans le même but qu'un psychothérapeute, mais
en fait, pour qu'un acteur, on va dire, les acteurs qui ont beaucoup de succès, ce sont ceux qui réussissent volontairement à être naturels, hein. Mm. Ouais. Ceux qui nous émeuvent, c'est pas ceux qui font des grands discours sans émotion, hein, c'est plutôt ceux qui nous semblent tout à fait naturels et donc qui ils s'entraînent à aller chercher en eux euh, ce naturel, hein, cette expressivité en s'identifiant à des personnages, hein. Ça, c'est fort différent de ce qu'on fait en bioénergie. On travaille l'expression de soi pour être soi-même et pour hein, dans le théâtre. D'ailleurs, c'est parfois intéressant. Moi, j'ai déjà vu un acteur de théâtre qui cherchait une thérapie en disant, oui, quand je me mets dans la peau d'un personnage, je peux vivre plein d'émotions, mais quand il s'agit de m'affirmer moi dans ma vie quotidienne, Ouais. une fois vu venir un chanteur d'opéra comme ça, la même chose. Alors qu'il savait évidemment travailler sa voix, mais lui, il souffrait de ne pas. Il y avait une inhibition alors qu'il créait des morceaux à chanter ses propres morceaux. Donc, comme quoi, une fois que ça devenait très personnel et l'expression du même, pouf, la Mhm. capacité de chanter Ouais. s'étendait. Oui, c'est impressionnant, mais c'est comme ça, c'est comme ça. On peut faire des choses expressives en se mettant dans la peau. Ouais, c'est vraiment frappant ça, alors que on ne pourrait pas dans d'autres circonstances. Oui. Enfin voilà, ça c'est un cas particulier, hein, bien que ça parle un peu de notre sujet aussi, hein, Ouais. le corps de l'artiste, en particulier les acteurs de théâtre hein, qui doivent être vrais. Hein, donc on les fait travailler au cinéma aussi d'ailleurs. Mais au cinéma, on peut un peu plus tricher dans le sens où on fait répéter plusieurs fois la scène et une fois que ça se passe bien, qu'il y a eu un petit moment, hop, on apprend, c'est bon. Les acteurs, ils doivent être plus dans la durée avec c'est impressionnant d'ailleurs de les voir hein, comme le naturel qui peut parfois se dégager. Ouais. Ok. Mhm. Euh, Et du coup, est-ce que il y a plus ou moins combien de participants d'habitude aux formations? Est-ce qu'il y a un nombre minimum, maximum? Alors, le minimum pour nous, c'est 10. Ce ne Ok. sont jamais des grands groupes. On ne peut pas dépasser 16 personnes. C'est même repris comme une réglementation de l'Institut international. Non, c'est vraiment un type de formation qui requiert de développer une confiance en groupe et d'avoir, ça se fait pas, enfin voilà, ça se fait par la pratique. Ouais. Donc, le plus souvent, ici, on a eu un groupe de 11 personnes, voilà. Ouais. Pour l'instant, cette année-ci, on dirait qu'il y a comme une visibilité de nos formations que nous n'avions pas il y a 2 ans. Je ne sais pas, voilà, c'est le temps que prennent Ouais. les sites peut-être ou le fait qu'il y ait une première formation, mais voilà, on voit arriver des gens et parfois des professionnels hein, qui viennent refaire une formation. Parmi nos stagiaires en formation, nous avons des gens qui sont déjà psychothérapeutes, pas Ok. psychocorporels, mais qui... Pas corporel. Ouais, voilà. Bah oui, c'est quand même différent. Ah, c'est assez différent. Mais du coup, là, pour le moment, alors, enfin, est-ce que vous êtes déjà proche de la limite ou il y a encore Ah, des... là, pour l'instant, si toutes les personnes qui disent qu'ils sont intéressés s'inscrivent, on est presque, on approche de la limite, mais il faut que ça se concrétise par, donc il faut nous écrire, envoyer un petit CV et voilà, dire qu'on veut s'inscrire, il y a un paiement d'un acompte, et puis voilà, il y a tout un processus d'inscription à faire. Hein. Donc, il y a vraiment plusieurs personnes très, très intéressées Ok. qui sont là. Il y a déjà, on sait déjà qu'il y a 4, 5, 6,
6 ou 7 inscriptions, Déjà ferme. oui, de personnes, oui. Et donc, voilà, il reste encore de l'espace, hein. Là, voilà, on n'est pas du tout, enfin, on n'est pas encore. Mais là, pour l'instant, c'est pour ça que j'avais organisé Ah oui. le webinaire et voilà. Il y a une personne qui ne savait pas être disponible ce soir qui va regarder le replay et dans le but de s'inscrire éventuellement à la formation. Donc voilà, c'est le moment pour l'instant. Non. Et du coup, parce que vous parlez d'un CV, mais alors est-ce qu'il y a des prérequis spécifiques Il n'y a qu'est-ce... pas de prérequis, mais nous voulons quand même être certains qu'il y ait pas mal donne, on va dire. Hein. Et que, n'arrivent pas dans cette formation qui est très prenante des personnes qui débarqueraient un peu sans bien se rendre compte où ils sont, on va dire. Hein. Donc le CV, c'est pour avoir une idée un peu, et on va effectivement s'entendre hein, de vive voix, bien sûr, pour parler, pour justement parler un peu du projet que chaque personne a pour connaître, hein, pour vous connaître, hein, et alors s'assurer de part et d'autre d'ailleurs, hein, qu'il n'y a pas un malentendu et qu'on est bien, l'offre correspond bien à la demande et voilà. Et donc avoir des personnes qui ont déjà travaillé sur eux-mêmes avant de commencer la formation, par exemple, ça me semble quand même important. Ah oui. C'était le cas de tout le monde. Vraiment découvrir la psychothérapie et rentrer dans une formation de ce type-là, ça serait peut-être une situation délicate. Mhm. Voilà. Mhm. Ça oui. Donc il n'y a pas de prérequis formels en particulier parce que ce cycle de base est ouvert à des personnes qui ne veulent pas faire tout le parcours. Alors, si on fonctionnait avec une entrée, un engagement année par année à faire les 4 ans, ou un projet en tous les cas de faire les 4 ans, alors on va directement rentrer dans la question de quelqu'un qui veut être psychothérapeute. Ici, nous faisons ça à la fin du cycle de base. Donc, après les 2 premières années, donc là, on se connaît. Là, on demande un petit travail de fin de cycle, comment un petit travail écrit, comment on intègre personnellement les stages, le travail qui a été proposé, etc. Voilà, et on va en parler aussi verbalement, on va voir avec chacun. En tous les cas, les personnes qui veulent faire les 2 années suivantes de formation, là, on va dire, s'assurer que aussi c'est adéquat, quoi. C'est adéquat d'aller plus avant. On pourrait penser peut-être que dans un cas ou l'autre, il vaut mieux postposer ou faire quelque chose de supplémentaire. Ok. Oui, ou même de savoir les points sur lesquels on doit être plus attentif ou sur lesquels on peut continuer à avancer de manière plus approfondie pour bien intégrer la formation. Mm. Je ne vous ai pas présenté Claudia Ucros, qui est ma collègue du comité d'enseignement, comité de pilotage de la formation. C'est nous deux. Ok. Oui, bienvenue à vous. Moi, je suis Merci. arrivée un petit peu en retard, Mais bon, mais voilà, à l'improviste. Je sentais que je devais être là. voilà. Voilà, c'est nous qui portons ce programme. Mais nous ne sommes pas les seuls formateurs, hein, Ah ouais. formatrices. Il y a une équipe de 4 personnes. Oui, oui. Et dans la phase clinique, nous faisons appel à des formateurs parce qu'il y a des niveaux formateurs internationaux, locaux, etc. Et dans la phase clinique, nous collaborons avec des formateurs, un formateur français, un formateur allemand. Et voilà, nous élargissons l'équipe. Elle est un peu différente pour les années cliniques. Ok. Ah Voilà. oui. Ça, Ah c'est oui. une information. Mais si vous allez voir sur le site, il y a le programme des 4 ans. Oui, ouais, ouais, j'ai vu. On voit le contenu de ce qui suit après le cycle de base. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bien, ben écoutez, Patrick, est-ce que vous avez éventuellement un commentaire ou une question? Ben, vous n'êtes pas obligé.
Ben, merci de me laisser la possibilité, j'apprécie beaucoup, en général. Euh, oui, oui, alors peut-être un commentaire et quelques remarques. Alors, et une question. Moi, je connais déjà un peu cette pratique, Ah, euh, puisque je m'y suis formé, euh, bon. Mhm. sans toutefois considérer que ce soit la colonne vertébrale, de mon activité d'accompagnement. Je suis plutôt sur un tabouret, moi, avec trois pieds, et c'est un des trois pieds. Ah, Euh, mais d'accord, dans la j'ai, thérapeutique, oui. Mhm. ouais, alors bon, alors ça a des avantages, hein, on peut qualifier ça d'intégratif, ça a des inconvénients, peut-être aussi un manque de, j'allais dire, de clarté, ou en tout cas de structure fondamentale et essentielle qu'on peut trouver si on est vraiment accordé à une discipline ou une obédience. Enfin, je sais pas, c'est pas le sujet d'ailleurs, Euh, mais Pas d'idée sur ça, c'est vrai, oui, voilà. non, moi non plus, mais c'est en parlant que ça vient un peu. La cohérence avec soi est fondamentale. Oui. Plus fondamentale peut-être que ces aspects-là, plus extérieurs, de se dire si ça vous correspond, Euh, d'avoir, d'être un peu au carrefour de plusieurs entrées, voilà, hein, Oui, ça c'est me mon âme. correspond, C'est mon ça âme. me correspond bien. Mais en tout cas, j'ai pu apprécier pour être passé un peu par euh, Mhm. ces processus que vous décrivez. J'ai pu apprécier leur qualité, leur intérêt, puis leur pouvoir transformatif. Euh, Après, de là à en faire un outil principal et essentiel, bon, pour moi, c'est pas exactement mon prisme. Donc, ce qui veut dire que par rapport à la formation en 2 plus 2 ou 4 ans qui est évoquée ici, je suis pas sûr d'être dans la cible, plutôt pas même. En revanche, bah, je suis, en plus, moi, je suis ouvert et attentif à des possibilités de poursuivre ou d'expérimenter ou de pratiquer et de continuer à apprendre et à exercer, que ce soit à travers des ateliers plutôt ou des Ah, les stages résidentiels sont ouverts, mais ouverts à des personnes, on va qui dire, découvrent. non, pas qui découvrent, hein. Non, là on trie vraiment. Ce sont des stages thérapeutiques de 4 jours dans lesquels se trouvent les participants à la formation. Et donc là, on est ouvert à des personnes qui ont déjà une pratique de thérapie personnelle en analyse bioénergétique ou assimilée, on va dire. Oui, oui, Donc, ce qui est pas mal. effectivement, plusieurs personnes qui se joignent à ces stages thérapeutiques ont par ailleurs fait la formation à l'analyse bioénergétique et le font comme une forme de formation continue. Ce qui est mon cas, hein. Voilà. Oui, nous avons plusieurs personnes, hein, ça fluctue un peu d'une fois à l'autre, mais là, on ouvre vraiment à des gens pour qui c'est pas un démarrage, oui, c'est plutôt comme une formation continuée ou comment dire, intensifier peut-être un travail sur soi qui, dans un espace groupal, est parfois stimulé Mhm. aux participateurs du groupe. Au dernier stage thérapeutique, franchement, j'étais vraiment agréablement surprise comment, pour chaque travail, finalement, l'un ou l'autre participant du groupe était partie prenante avec moi qui faisais les séances. Enfin, comment tout ça, c'est... Et donc l'apport du groupe en tant que groupe et des personnes du groupe en tant que justement résonance, en tant que stimulant l'une ou l'autre chose, parfois même en stimulant via des réactions pas faciles, mais voilà, qui sont Oui, oui. utiles pour un processus thérapeutique, hein. Donc voilà, Mhm. on a déjà une pratique, Claudia et moi, donc on est toujours à deux pour ces stages-là. Il y en a un en novembre et un en avril-mai. Oui, Ok. ça, c'est la formation continue. Mhm. C'est Ok. ça. Même aussi les ateliers pratiques, il y a des professionnels qui viennent
aussi pour les formations continues, Mhm. pour développer une connaissance par l'expérience, effectivement. Mm. Oui, un peu le même principe que la Et- formation. Ils explorent les exercices pour eux-mêmes et puis l'un ou l'autre. Voilà, mm. c'est le conseil, hein. On ne fait pas faire quelque chose qu'on n'a pas expérimenté par soi-même, hein. Ça, c'est un peu Oui. une des bases, sauf qu'évidemment, on ne sait pas tout voir en le courant d'une formation et que donc le fait d'avoir l'occasion de faire ces ateliers, c'est 4 heures, hein, les ateliers, donc ça va plus loin qu'une classe d'exercice qui dure 1 heure, où on va dire on bouge, on respire, on ressent un peu comme on dit. Ici, ce sont des thèmes qu'on explore avec toutes sortes de moyens corporels, comme Mhm. mettre ses limites, qu'est-ce qu'il y avait encore, d'autres choses. Comme, pardon? Mettre ses limites, dire non, Oui, parmi oui, les oui. choses à refaire et à refaire souvent. Mhm. La blessure de rejet, La blessure du de rejet. l'abandon, On a visité, oser, oui. oser aimer, oser demander pour l'abandon, Oui, euh, voilà. des choses comme ça. Ah oui, des beaux sujets, oui. Euh, Ça, c'était cette année, on a fait. Mhm. L'année qui vient maintenant, on revient peut-être plus au bas, ça va être sur l'enracinement, justement. Mhm. Différents, les différentes facettes de l'enracinement, mm, la respiration, bien sûr, comme la fonction qui est directement perturbée par toutes nos protections intérieures. Ok, ben, à moins qu'il y Enfin, ait encore une question ou un commentaire, je pense que on peut en rester là, hein. Voilà, c'est pas mal, moi, je trouve. C'est plus personnel d'avoir un public. mhm. Reste- Ouais. voilà, sympa. Ok. Merci alors de votre attention, hein, et bonne fin de soirée. Peut-être qu'on se reverra. Alors, Laurie, si Ouais, 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 tout à fait. Moi, je suis très intéressée, ouais. intéressant. Voilà. Mhm. C'est vrai que c'est bien. C'est maintenant un peu. C'est le bon moment pour entamer le processus comme ça, Ouais, ça va. prêt pour la rentrée. Oui, bah oui, c'est ça. Parfait. Merci, bonsoir Patrick, bonsoir Claudia. Ouais. Bonsoir. Bonne soirée.